Bonjour à tous, merci à Isabelle, je ne la vois pas, pour l'invitation à vous faire un retour sur le congrès Euretina. Alors moi je ne vais pas vous parler des nouvelles molécules sur les pathologies maculaires, j'ai fait une sélection un petit peu personnelle sur ce qui a eu un petit peu d'intéressant et de nouveau au cours du congrès. Il va y avoir un peu d'imagerie sur les décollements de rétine en préopératoire. En pratique, ça peut être utile lorsqu'on voit un patient pour savoir s'il a un potentiel de récupération ou non. Donc il y avait une session sur l'imagerie de la rétine externe dans le décollement de rétine en OCT, que ce soit en préopératoire, en post-opératoire. Et donc ça, c'est la première communication par une équipe espagnole qui a travaillé sur un certain nombre d'images OCT de décollement de rétine macula off et sur l'ensemble de l'analyse, en regardant la zone ellipsoïde et la limitante externe, ils ont classifié en 5 stades cette atteinte. On sait que lorsque le décollement de rétine se produit, il y a un clivage donc, entre la rétine externe et l'épithélium pigmenté rétinien, et qu'il y a une modification de la morphologie de la rétine externe du fait d'une souffrance par hypoxie et des modifications au niveau biochimique. Donc le stade 1, on voit qu'il y a simplement un clivage de la rétine externe. Au stade 2, un allongement des photorécepteurs. Au stade 3, l'apparition de plis au niveau de la rétine externe qui sont assez caractéristiques du décollement de rétine rhegmatogène, puisqu'on ne va pas les trouver dans les décollements de rétine exsudatifs, par exemple. Le stade 4, vous voyez que c'est une durée des symptômes un peu plus tardive, à 8 jours. On a un épaississement de la rétine externe avec un aplatissement des plis. Et le stade 5, on voit que c'est encore plus tardif, avec un amincissement de toute la rétine externe et dégénérescence avec des kystes dégénératifs au niveau de la rétine externe. Et donc ils ont retrouvé que plus le stade était haut, plus la durée des symptômes finalement à partir du moment du décollement de rétine était important. C'était corrélé par ailleurs à l'acuité visuelle post-opératoire, avec une acuité visuelle qui était meilleure dans les 3 premiers stades, dans les 3 jours à partir du début du décollement de rétine macula off. Et ça colle un petit peu avec les connaissances qu'on a sur le délai de prise en charge du décollement de rétine macula on-off. Donc j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant en pratique pour avoir une idée pronostique lorsqu'on envoie le patient à son correspondant en rétine pour la chirurgie. Donc ensuite, le patient il a été opéré avec succès, bien sûr. Et le patient, il a son acuité visuelle qui stagne, il n'est pas content, il a une qualité de vie qui reste encore altérée. Et finalement, c'est parce qu'il existe une altération de la rétine externe qui persiste, comme dans les pathologies maculaires qu'on avait vues tout à l'heure, qui a été abordée par Isabelle. La rétine externe n'est pas complètement rétablie, donc l'acuité visuelle stagne. Donc au cours d'un certain nombre de sessions, de communication dans la même session, il y a eu un débat là-dessus avec une équipe canadienne, avec le docteur Mooney, qui a pas mal travaillé là-dessus, avec l'étude Pivot notamment, avec les résultats d'une analyse post-hoc sur une analyse de la rétine externe. Il a trouvé qu'il y avait 3 fois plus d'altération de la rétine externe en post-opératoire immédiat dans la vitrectomie versus la rétinopexie pneumatique. Alors du coup, l'acuité visuelle, forcément, elle est meilleure lorsqu'il n'y a pas d'anomalie de la rétine externe. Et leur explication, c'était que lorsqu'on faisait une rétinopexie, il y avait une réabsorption lente, progressive et entre guillemets physiologique au travers la lésion rhegmatogène et l'épithélium pigmenté grâce à la bulle de gaz et le positionnement. Alors c'est difficilement extrapolable chez nous, puisque je pense qu'on n'est pas forcément à l'aise avec les rétinopexies pneumatiques. L'idée, c'est que l'échange fluidaire entraînerait une réapplication un petit peu brutale de la rétine avec peut-être des lésions au niveau des photorécepteurs. Une autre anomalie de la rétine externe assez fréquente si l'on fait une autofluorescence en post-opératoire, ça va être les shifts de la rétine qu'on va voir plus préférentiellement en inféromaculaire du fait d'un glissement avec une fine lame d'eau qui persiste en post-opératoire malgré le fait que ça soit à plat visuellement. Il reste toujours une petite lame d'eau et lorsque le patient se relève, en général, ça fait un petit glissement inférieur. On le devine par une ligne hyper autofluorescente qui correspond en fait à l'ancien positionnement des vaisseaux avant la chirurgie du décollement de rétine. Et donc ça, il y a pas mal d'études, de méta-analyses qui retrouvent que la vitrectomie avec un échange fluidaire favorise son apparition en comparaison de la voie par rétine externe, décollement de rétine par voie externe sans ponction évacuatrice.
et l'utilisation de PFCL également augmente ce risque. Alors l'idée, c'est que lorsqu'on fait un échange fluidaire ou qu'on utilise du PFCL, il y aurait peut-être une réapplication un petit peu aléatoire de la rétine à l'origine de ce phénomène. Alors pour éviter les plis de la rétine externe de pleine épaisseur, il y a une petite astuce chirurgicale qui a été présentée par mon associé Dr Gascon au cours de Retina. C'est dans les situations où on est un petit peu mal à l'aise lorsqu'il persiste une grosse bulle de DSR en maculaire, une bulle qui traverse la macula de haut en bas ou décollement de rétine supérieure où on a peur qu'il y ait un pli au niveau fovéolaire. Au lieu de faire une rétinectomie postérieure qui est pourvoyeuse de membrane épirétinienne en post-opératoire, au lieu d'utiliser du PFCL qui est source de shift rétinien, avec nos associés, on utilise régulièrement un drainage en fait en utilisant une aiguille 41 gauge en transrétinien au niveau de l'arcade vasculaire supérieure ou inférieure en fonction de là où la bulle est la plus importante, et en extrusion ça permet de réassécher la rétine. Et donc chez le patient chez qui on pense que le positionnement il va être un peu compliqué en post-opératoire, si on a une grosse bulle de gaz, si on a une indentation circulaire et que le drainage va être compliqué, pourquoi pas utiliser cette technique. Le docteur Gascon vous présentera ça en vidéo tout à l'heure. Une autre nouveauté en chirurgie, je vous invite à aller à lire l'article. C'est assez intéressant. C'est le docteur Herriot qui s'est posé la question pour éviter les tamponnements transitoires en post-opératoire, qui ont des désagréments bien entendu. Il a pensé à développer une pexie immédiate péropératoire. Il se base sur le fait qu'il persiste de l'eau, donc comme je vous disais, entre la rétine et l'épithèle pigmentaire en fin de procédure, et qu'il existe également, notamment lors des déchirures géantes, un glissement de la rétine en péropératoire. Le fait d'utiliser la pexie, en fait, il va y avoir une stimulation initiale de l'épithèle pigmentaire qui, du fait de cette fine lame d'eau, va entraîner une réaction et donc une fibrose secondaire avec la rétine de manière indirecte et donc non immédiate. Il a réfléchi donc à sa technique et comment faire évaporer l'eau. En fait, en utilisant plusieurs longueurs d'onde de laser, il a remarqué que le laser 1470, je crois, et le 1940 nanomètres entraînaient une déshydratation assez rapide de l'eau. Donc, en ex vivo, il a regardé sur des yeux de lapin, de rat et des yeux humains en ex vivo. Il a fait l'application de ce laser et il a pu faire une déshydratation autour des lésions régmatogènes et dans un deuxième temps, en modifiant la puissance de son laser, faire une pexie. Il a réussi à retrouver en analyse secondaire que finalement cette pexie était assez solide et il l'a appliqué sur des yeux de lapin in vivo avec un suivi en post-opératoire sans tamponnement du coup d'un succès de la chirurgie. Alors à voir ce que ça donnera par la suite, mais je trouvais ça assez intéressant et assez novateur dans ces procédures chirurgicales assez standardisées aujourd'hui. Alors pour finir, parce que je dois être limite au niveau timing, on finit par l'image du vitré. C'est le Dr Ono Matsui qui a présenté ça. C'était des belles images qu'on commence à voir un petit peu avec l'OCT SwepSource qui font des grandes coupes, qui analysent le vitré, la choroïde. Et même si on pense à utiliser en plus de l'intelligence artificielle, notamment pour quantifier les volumes de vitré liquéfié, ça pourrait permettre de mieux comprendre la physiopathologie du vitré et son rôle dans les pathologies de l'interface vitréo-rétinienne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.